durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la géodrillologie. Comprenez cette branche de la zoologie qui a pour objet l'étude des vers de terre. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, au laboratoire Sols et Environnement de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, avec l'une des rares spécialistes de la biologie des sols, le docteur et maître de conférence S vers de terre, Apolline Auclair. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Apolline Auclair, bonjour. Bonjour. Apolline Auclair, docteur S vers de terre. Est-ce que ce titre vous convient ? Oui, c'est vrai que c'est assez chantant. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes dans le sol, donc en effet, les vers de terre, mais beaucoup d'autres. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Eh bien, on va en parler tout de suite. Les vers de terre, c'est un peu comme, on va dire, les éléphants ou les baleines, donc des grands organismes, évidemment, à l'échelle du sol. Ce sont les plus visibles, mais vous le disiez à l'instant, pas que. Oui, c'est vrai que c'est les plus visibles, et si on demande à quelqu'un dans la rue quel organisme il connaît dans le sol, en effet, le mot vers de terre sort tout de suite. Les araignées un peu moins, il y a les cloportes aussi, donc quand on est petit, on regarde souvent sous les cailloux et on arrive à voir des cloportes. Mais les vers de terre, on en parle aussi de plus en plus, comme Hubert Reeves qui a pu en parler, ce qui est très bon signe, et comme il est gros, il va faire beaucoup de choses aussi dans le sol. Là, vous parlez des vers de terre, pas d'Hubert Reeves. Oui, c'est ça. Apolline Auclair, pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux vers de terre et d'une manière générale, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour un sol? Et puis, en quoi est-ce qu'ils contribuent aussi, pas seulement les vers de terre, en quoi il est nécessaire d'avoir un sol biologiquement riche? Alors déjà, pourquoi je m'y intéresse? Tout simplement parce qu'ils sont encore peu étudiés. Et je me suis toujours dit, en tant que chercheuse, il serait intéressant d'étudier quelque chose peu étudié. Ensuite, je viens de la campagne, donc je me promenais souvent dehors et je regardais souvent le sol. Et après, en ville, maintenant, j'arrive à aussi observer pas mal d'organismes un peu n'importe où et n'importe quand. Donc c'est très intéressant de par la curiosité. Et après, pourquoi? Parce qu'ils sont importants par rapport à toutes les fonctions qu'ils peuvent apporter, surtout dans le sol, mais pas que, puisque je dis souvent qu'un ver de terre peut nous aider à respirer. Alors ça fait rire, puisqu'un ver de terre c'est gluant, dégoûtant, mais en fait, en mangeant les feuilles ou toute la matière qui est au sol, il la transforme et il la retransmet aux plantes avec des nutriments qu'on avait l'habitude d'apporter sous des formes de produits chimiques. Là, le ver de terre peut l'apporter par lui-même en mangeant et en digérant, et dans sa déjection, on aura beaucoup de choses. Les autres organismes font un peu la même chose. On a aussi des prédateurs comme les araignées, donc on en parle de plus en plus dans les jardins, puisqu'on aimerait bien avoir des prédateurs et tout ce qui est biologique, enfin la lutte biologique pour supprimer de certains organismes. Donc on y vient aussi, et les carabes, d'autres coléoptères, d'autres insectes. Donc voilà, c'est assez complexe et ils sont beaucoup en interaction. C'est pour ça que docteur S vers de terre, oui, mais pas que, parce qu'ils ont besoin des autres aussi pour vivre. Est-ce que l'on sait aujourd'hui, Apolline Auclair, combien il y a d'organismes vivants, allez, on va dire dans, je ne sais pas moi, 1 centimètre carré de terre? Oui, certains disent des milliards. Donc, en effet, si on prend les bactéries en compte, elles sont minuscules, invisibles, on le dit, bactéries, micro-organismes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de place et donc beaucoup d'organismes et de potentiel. Par contre, si on augmente la taille de l'organisme, on risque d'en avoir beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on peut voir même sur Internet, sur le site de la FAO, on peut voir des images où on montre dans FAO une cuillère. pour... La FAO, c'est donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et donc, si on regarde sur Internet, il y a beaucoup de communication qui est faite autour de l'environnement et particulièrement sur les organismes du sol, puisqu'on a pris connaissance à peu près en 2010 de l'importance de cette biodiversité. On peut trouver des chiffres et des images où on trouve une taupe dans une petite cuillère. Donc ça me perturbe toujours, parce qu'en effet, les micro-organismes, on peut bien imaginer qu'il y en a beaucoup. Après, voilà, attention aux chiffres, et bien sûr, ça dépend des sols, donc ça c'est bien une réponse de chercheur, ça dépend, mais il faut aussi prendre ça en compte. Vous dites à l'instant, Apolline Auclair, 2010. Ça veut dire que jusqu'alors, on n'avait pas véritablement conscience de l'importance de la biodiversité des sols?
Alors si, il y a Darwin qui a lancé sur les vers de terre, justement, il a écrit un livre sur le pouvoir des vers de terre par rapport à la transformation du sol en matière végétale, comme il disait. Donc déjà, il avait remarqué que ça pouvait permettre de faire pousser des plantes, juste avec des déjections de vers de terre, en 1880, donc c'est il y a très longtemps. Hein. Bon, il a été pris pour un fou. Ensuite, dans les années 70, on a aussi beaucoup considéré quand même le sol et sa biodiversité. Beaucoup les micro-organismes, parce qu'ils sont utilisés aussi en pharmacie. Hein. On s'inspire des bactéries du sol pour faire des médicaments, par exemple. Et après, bon, ça a été un peu abandonné et maintenant on y revient. Donc c'est très bien et il y a plein de choses à découvrir et voilà. Alors là, même question, est-ce que vous avez une idée? J'imagine que oui, c'est votre métier, Apolline Auclair, du nombre d'espèces de vers de terre qu'on trouve dans le monde et plus particulièrement en France. Donc dans le monde, il y en aurait 3627 à l'heure d'aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a toutes les forêts tropicales encore à découvrir. Donc c'est ça qui est bien aussi. Si on veut faire de la recherche loin de notre pays, on peut trouver des espèces dans les grandes forêts tropicales. Ça peut toujours être intéressant. Et les vers de terre sont d'ailleurs monstrueux. Hein. Ils font souvent 2 mètres ou 3 mètres de long. Donc vous pouvez imaginer. Et en France, on en a 123. Plus précisément, donc c'est Marcel Boucher qui a développé ça. Il a écrit plusieurs livres dessus justement, et c'est lui qui a donné des noms d'espèces à chacun des vers de terre, donc dans les années 70 justement. Et ces 123 espèces de vers de terre en France, on les trouve de manière égale un peu partout, où elles sont, il y a des espèces qu'on ne trouve pas, un peu comme bien sûr les oiseaux par exemple, qu'on retrouve plutôt dans l'est, dans le nord, dans le sud. Alors déjà on les trouve dans les sols, un peu sur les toits aussi, dans les villes. Mais donc, on aura des vers de terre surtout dans des sols avec un pH autour de 6-7, donc pour dire la neutralité. Mesure l'acidité voilà, ou pas du sol. Donc si le sol est acide, on trouvera moins de vers de terre, enfin, beaucoup moins. Par contre, il y a des espèces qui arrivent à s'adapter. Donc dans les sols vosgiens, par exemple, qui peuvent atteindre un pH de 3 ou de 4, donc pour ceux qui s'y connaissent comprendront que c'est assez acide, il y a une espèce de ver de terre endémique, donc qu'on ne trouve que là-bas, qui arrive à survivre à des pH pareils. C'est le ver de terre vosgien. Le ver de terre vosgien. Le fameux ver de terre vosgien. Qui fait 65 cm de long et qui s'appelle Aporectodea velox. Voilà. Pour son petit nom. Pour son nom. Et après, ailleurs, on va plus se trouver, c'est ça, dans un pH qui est autour de 6-7. Donc comme pour les plantes en milieu agricole, on utilise souvent celui-là, ou dans notre jardin, on aime bien avoir ce pH-là. Après, ils n'aiment pas trop les sols sableux, en général, les vers de terre. Donc on en trouvera beaucoup moins. Et les sols argileux, donc qui collent beaucoup, s'ils sont trop compacts. Là, les vers ont du mal à, malgré leurs gros muscles, ils n'arrivent pas à faire des galeries. Mais ça ne répond pas tout à fait à ma question. Est-ce que les 123 espèces que vous citez tout à l'heure, Apolline Auclair, est-ce qu'on les retrouve, par exemple, toutes en région Grand Est? Non, en fait, par exemple, dans un jardin, si on regarde, on en aura 3 ou 4, je dirais, espèces qui vont vivre ensemble. Après, donc il y en a qui vont pouvoir vivre en surface, d'autres plus en profondeur, et c'est comme ça qu'il pourra y avoir plusieurs espèces. En milieu agricole, on peut en trouver 2. 2 ou 3, pas plus, parce que les espèces de surface sont rarement présentes. En forêt, c'est là où on peut en trouver plus, parce qu'il y a des bois morts, souvent, il peut y avoir des mousses, des feuilles qui vont héberger d'autres espèces. Et donc, en fonction de l'habitat et de tous les micro-habitats qu'on va trouver, on va pouvoir trouver plus d'espèces. Et ce sol vivant qui abrite notamment des vers de terre, il est sur quelle profondeur, Apolline Auclair? Alors ça, pareil, ça va dépendre si la roche est loin ou pas. Si on va en forêt de haies, juste à côté de chez nous, la roche peut être à 20 cm ou 30 cm. Et un peu plus loin dans la forêt, on est à 2 mètres de profondeur du sol. Donc forcément, on peut se dire que s'il y a plus de profondeur, ça permettra d'avoir des espèces plus grandes et plus d'espèces aussi. Mais la vie sur Terre se développe sur une couche très très mince finalement de tout le pourtour de la Terre. C'est en moyenne quelle épaisseur? Après, là, je pourrais vous faire un cours de pédologie dans ce cas, parce que le sol se forme sur une roche. Et justement, si on regarde sur une roche, il y a déjà beaucoup de bactéries qui peuvent être présentes et développer le sol au fur et à mesure. Donc ça va acidifier la roche, ça va la dégrader au fur et à mesure. Et donc là, le sol va pouvoir se former. Mais en général, on va dire qu'un sol, c'est aller 1 mètre. En moyenne, un sol, voilà, pour faire la moyenne entre ceux où il y a peu de sol, parce que la roche-mère est affleurante ou d'autres plus profondes. C'est sur ce mètre-là que se développe la vie. Chez nous, parce qu'en milieu tropical, c'est autre chose. C'est encore différent. Pour faire
court, sous forme de résumé, Apolline Auclair, ces 123 espèces de vers de terre en France se répartissent, si ma mémoire est bonne, en 3 grandes catégories. Oui, des catégories écologiques pour faire bien avec les mots qu'il faut. Alors juste pour raconter qu'ils ne vivent pas au même endroit et qu'ils font pas forcément la même chose. C'est pour ça qu'on les a, enfin Marcel Boucher les a classés en 3 grandes classes. Les épigées, donc on entend épi, hein, ça veut dire qu'il vit en surface, et c'est ceux qu'on trouve dans les composts justement. Donc ceux qui aiment bien dans leur jardin mettre du compost, ils peuvent trouver ces vers de terre. On les trouve en forêt, dans la litière, en surface. Après il y a les endogés, donc qui sont plus en profondeur. Et après, les gros anéciques, donc c'est eux qui peuvent permettre de faire des galeries et aérer le sol. Et alors ces gros vers de terre qui sortent après une bonne pluie dans le jardin, par exemple, ce sont lesquels? Les anéciques, justement. On a la chance de pouvoir les voir quand ils sortent, parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans le sol à cause de l'eau qui irrigue tout. Il ne restera de nous ici-bas que ce que les vers de terre ne mangent pas. Il ne restera sur terre de nous un peu de rien pour faire un peu de tout. Il ne restera sur terre de nous qu'un peu de rien pour faire un peu de tout. Jouons encore et qu'il en soit ainsi. Avons-nous besoin de laisser ici? Jamo chavale, hai di la banca tu, ma si tu naia, lasce già di la ba. O cori muro ilo chavale, jamo Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, l'ENSAIA de Nancy. Avec vous, Apolline Auclair, une des rares spécialistes de la biologie des sols et, j'aime à dire, docteur S. vers de terre. On disait tout à l'heure, Apolline Auclair, qu'on observe notamment les anécites, une des des 3 catégories de vers de terre lorsqu'il pleut ou après une grosse pluie dans son jardin. Mais il y a aussi d'autres manières de faire, notamment quand il ne pleut pas. Oui, quand il pleut pas, déjà pour raconter un peu la vie du ver de terre, c'est que en général, quand les sols sont secs ou quand il fait froid, ils vont se mettre en dormance, donc ils vont se mettre en boule au fond du sol. Donc ça déjà, on sait qu'on en aura moins, donc ils ont besoin d'humidité. Donc on utilise une technique qui utilise de l'eau avec de la moutarde et qui est utilisée dans un observatoire participatif
qui s'appelle l'OPVT, Observatoire participatif des vers de terre. Et en fait, l'idée est d'apporter un protocole qui peut être utilisé par tout le monde. Alors, on va s'attarder un peu sur cet observatoire. Oui. Apolline Auclair, c'est votre initiative, c'est vous qui avez lancé cet observatoire participatif. Et en quoi est-il participatif et surtout, quel intérêt? Non, c'est pas moi. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. C'est des collègues de l'université de Rennes qui ont développé ça. Donc ça fait au moins 5 ans, hein, je dirais, si je me trompe pas. Et donc pourquoi ils ont fait ça, justement, c'est pour avoir plus de données. Parce que notre gros problème, vous l'avez dit juste avant, c'est qu'on est des rares spécialistes. Donc on peut pas être partout, on peut pas être dans tous les champs, dans toutes les forêts, dans tous les jardins. Donc l'idée des sciences participatives peuvent être vraiment intéressantes. Surtout qu'en plus, on sensibilise les gens, puisqu'on a besoin de conserver la biodiversité, donc on fait une pierre deux coups. Et donc là, pour l'Observatoire participatif des vers de terre, donc comme je vous ai dit, il y a l'histoire de la moutarde qu'on peut utiliser. Donc en plus, c'est ludique, donc ça peut être utilisé aussi par des enfants, pour des animations. Et il y a toute une aide en ligne, donc vous pouvez trouver sur Internet. Donc le principe, Apolline Auclair, c'est que tout un chacun peut participer finalement, peut devenir une espèce de petit chercheur, participer à une étude beaucoup plus globale qui est centralisée à ce moment-là, j'imagine, au sein de l'Observatoire et qui vous permet à vous, chercheurs, d'avoir des données que vous ne pourriez peut-être pas trouver tout seul parce que manque de temps et de moyens. Mais là aussi, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a, j'imagine, là aussi un protocole à respecter. Oui, il y a un protocole à respecter. Donc, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre qu'on pose par terre. Et on arrose avec 10 litres d'eau où on a dilué de la moutarde. Donc, j'ai 125 grammes x 2 de moutarde fine et forte. Il y a un site internet qui explique tout voilà. ça. Mmh. Le protocole est précis, hein, scientifique. Et après, on arrose et les vers de terre vont remonter par eux-mêmes. Et après, il y a des planches justement en couleur qui permettent de trouver au moins les catégories écologiques dont on a pu parler avant. Et aussi les espèces, si on est encore plus curieux. Après, il est vrai que pour aller jusqu'à l'espèce, on peut faire appel aux chercheurs. Il y a un kit où on peut envoyer aussi tous les vers de terre jusqu'au laboratoire où le chercheur passera son temps sur la loupe à trouver les espèces. Voilà, donc il y a différents niveaux en fonction de la curiosité de chacun. Simple précision, Apolline Auclair, c'est une méthode d'arrosage à la moutarde, c'est totalement inoffensif pour les vers de terre. Oui, justement, c'est utilisé pour ça. On a juste besoin de les rincer après. Donc en fait, on utilise la moutarde parce que ça les pique. Donc ils ont tendance à bouger plus vite et à revenir à la surface plus vite pour éviter d'attendre trop longtemps. Et après, il suffit de les rincer et hop, ils peuvent repartir de plus belle. Et on peut les relâcher, bien sûr. Apolline Auclair, aujourd'hui, quels sont les impacts quels sont les effets négatifs qui impactent le sol et la biologie des sols en général ? Alors je pense que beaucoup ont entendu les impacts de l'agriculture. Donc en agriculture, il faut entendre aussi bien les produits chimiques qu'on peut appliquer, mais aussi le physique, c'est-à-dire le poids d'une machine. Et donc en forêt aussi, ça peut être un problème, hein, les engins de débardage, pour dire le mot, qui sortent les gros rondins de bois sur un sol humide, c'est quand même catastrophique et ça peut avoir des impacts. Si le sol est sec, il y a beaucoup moins d'impact parce que le poids est moins fort et plus réparti partout. Ensuite, les produits chimiques, c'est un vaste débat parce que ça dépend de la concentration. C'est souvent ce qu'on dit, hein, même comme une pollution. Donc j'y reviendrai certainement. Mais des métaux aussi dans un sol, s'il n'est pas très concentré, ce métal, il n'aura pas forcément d'impact. En plus, il peut être capté par le sol et donc pas avoir d'impact sur la biologie. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des recherches plus précises. Et les pesticides, hein, pour y revenir, en effet, c'est pareil, mais ça dépend des concentrations. Si on en met peu, ça n'aura aucun impact. Ce sera même moins pire qu'une bouillie bordelaise qu'on met toujours au même endroit. On met beaucoup de cuivre à un même endroit et là il y a beaucoup de concentration de cuivre et donc un plus gros impact. Donc voilà, il faut penser à ce genre de choses. Bien sûr, d'agriculture biologique. Est-ce que aujourd'hui une ferme conduite en agriculture biologique est plus favorable à la vie du sol et inversement, est-ce qu'un sol plus vivant est plus intéressant pour un agriculteur, pour un paysan et donc forcément pour le consommateur et pour le citoyen ? Alors, on va dire que oui, pour l'agriculture biologique, puisqu'il y a moins de produits qui vont tuer les organismes. Ce seront des produits, certes, mais pas les mêmes types, et donc ils auront moins d'impact. Et en plus, souvent, on voit en agriculture biologique une prise de conscience des producteurs ou des acteurs, des maraîchers ou des agriculteurs, faire attention à la nature, en plus d'utiliser moins de produits. Ce qui fait que même par eux-mêmes, je pense qu'ils vont utiliser des machines plus douces ou moins retourner le sol, parce qu'à nouveau, on parle beaucoup de la chimie, mais n'oublions vraiment pas tout ce qui est physique, parce qu'il peut y avoir un impact énorme.
On parle des vers de terre, hein. Si on retourne toujours leur habitat, on peut bien comprendre qu'à force ils vont disparaître, ils vont mourir, même si on ne met pas de produits chimiques. Donc il y a vraiment ces deux éléments à prendre en compte. Et si on fait attention au travail du sol, donc ça aussi, hein, on en parle de plus en plus, on va penser à préserver toute cette biodiversité. Et après, il ne faut pas oublier le paysage, c'est-à-dire qu'on parle des haies, on essaye de réintroduire des haies dans les champs, puisqu'ils étaient énormes ces champs, et forcément, s'il y a un prédateur, l'organisme ne peut pas se cacher, s'il y a un tracteur qui arrive, il est obligé de se faire écraser. Donc grâce à des haies ou des pierres, des petits cailloux, des choses comme ça va permettre de protéger tous ces organismes. On peut faire des hôtels à organismes du sol. En même temps, il faut toujours rappeler que les hôtels à insectes, par exemple, ne servent pas à grand-chose. S'il n'y a rien à manger autour, c'est plutôt des auberges qu'il leur faudrait aux insectes plutôt que des hôtels. En vous écoutant, Apolline Auclair, on s'aperçoit finalement que lorsqu'on parle de biodiversité, on parle souvent de biodiversité aérienne, en tout cas celle que l'on voit, les végétaux, les oiseaux, les insectes. Mais finalement, toute cette biodiversité est tout aussi importante et tout aussi riche, peut-être même plus, sous le sol, mais simplement on ne s'en aperçoit pas. Oui, c'est ça. On ne s'en aperçoit pas, on marche dessus, donc c'est pas forcément intéressant. Et on bitume aussi. Si on regarde la ville, ça va être beaucoup construire des bâtis et on pense pas à la nature. Donc heureusement, on a envie de remettre la nature en ville, donc forcément, on se dit il y a quelque chose dans les sols peut-être à prendre en compte. Et là, il y a une évolution de pensée quand même. Mmh. Alors, parmi les impacts sur les sols, de la même manière qu'on parle de la biodiversité aérienne, on entend aussi beaucoup parler des plantes invasives, par exemple. Les vers de terre aussi, eux, ont leur envahisseur contre lequel ils doivent aujourd'hui lutter. Oui, donc c'est un ver plat en fait. Il a été observé les premières fois dans les années 80 quand même. Mais pareil, je pense qu'on ne s'intéressait pas assez aux vers de terre pour se rendre compte du problème qu'il pouvait y avoir avec un ver qui mange les vers de terre. Donc justement, il y a eu des appels qui ont été faits récemment et un chercheur au muséum s'est vraiment penché sur cette question pour mieux répondre au public. Et donc il a trouvé plusieurs espèces de vers plats qui mangeraient les vers de terre et particulièrement autour des Pyrénées. Donc pour l'instant dans le nord-est ça va, mais voilà. Et donc tout ça est venu par l'introduction de plantes, hein, avec l'horticulture. C'est toujours un peu le même souci, hein, des plantes invasives. C'est pareil pour les bestioles. Apolline Auclair, vous êtes maître de conférence en biologie des sols ici à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Comment réagissent vos étudiants dans les premiers cours lorsque vous leur parlez de vers de terre ? Alors ça fait 5 ans maintenant que je suis à l'ENSAIA, donc j'ai quand même un petit retour d'expérience à faire. C'est vrai qu'au tout début, beaucoup rigolaient et puis se demandaient à quoi servait ce cours sur la biodiversité des sols, surtout sur le ver de terre. Bon, j'ai peut-être tendance à mimer le ver de terre en cours ou à en parler peut-être trop anecdotiquement. C'est dommage que ce soit pas radiophonique, mais on pourrait faire un mime du ver de terre. Voilà, mais donc forcément, si on parle de déjection, si on parle de quelque chose qui est gluant, ça donne pas forcément envie à écouter. C'est pas de la production, on peut pas se faire beaucoup d'argent sur un ver de terre, enfin pour l'instant, peut-être qu'on va réussir à faire ça. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des questionnements comme ça. Après, au bout de 5 ans, comme je vous dis, j'ai vu une évolution parce que on parle de biodiversité quand même, je vous ai dit depuis 2010, et 2010 c'était hier, mais en même temps on voit en 2018 quand même une évolution. Donc maintenant, beaucoup de jeunes ont envie d'entendre des choses sur la biodiversité, ils ont envie de s'y pencher. Par contre, quand ils voient qu'il faut passer des heures sur le terrain à rapporter du sol et à regarder la loupe pendant des mois, là, je trouve moins de personnes tout de suite. En même temps, c'est assez étonnant que des étudiants en agronomie en particulier ne perçoivent pas immédiatement l'importance de la biologie des sols. Est-ce que c'est aussi le résultat d'un formatage finalement de l'éducation de façon générale qui a peut-être tendance justement à négliger le vivant jusqu'à présent ? Je pense qu'en effet, je vois les étudiants, ils ont 20 ans, mais avant leurs 20 ans, ils sont passés à beaucoup d'étapes. Et en effet, si on n'a pas eu beaucoup de cours et de possibilités d'entendre des choses sur la biodiversité des sols, ils ne vont pas se réveiller d'un seul coup en se disant « Ah oui, il faut que j'étudie ça ». Après, il y a la notion de curiosité aussi. Je pense qu'il faut emmener même les plus jeunes à observer. Et l'observation, elle se fait quand même de moins en moins. Le numérique, c'est bien, mais après, on regarde
moins autour de soi ce qui se passe, on regarde moins les déjections de vers de terre à la surface. Et donc quand quelqu'un leur raconte qu'il y a des déjections en surface, ça fait rigoler plutôt que de se dire qu'est-ce qui se passe dedans. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que... Et est-ce que vos collègues aussi ont la même attitude? Il y a ici au sein de l'École nationale supérieure des agronomes, mais aussi des ingénieurs des industries alimentaires. Là aussi, est-ce qu'il y a une évolution marquante autour du ver de terre, Apolline Auclair? Peut-être pas du ver de terre, mais du sol, oui, parce qu'on essaye vraiment de penser à des formations autour de sujets comme du sol à l'assiette, parce qu'en effet, on voit les importances de relier tout ça. Mais il y a encore beaucoup d'évolution de nos cours à faire, mais on y travaille de plus en plus en tout cas. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Enfant des rues qu'on prend en photo, sniffant la haine au fond des ghettos, vieille terre change le cours des rivières, des artères, leurs gosiers gavés de poussière, le long des routes au fond des bateaux. Chassés, traqués, humains, animaux, vieille terre brise tes haches de guerre et des serres, tes dents pourries par la misère. Soleil tombé dans les caniveaux, nuages au creux des doigts de Django, vieille terre, valse au grand bal des planètes, envoie paître tes faux espoirs, tes faux prophètes, dépose là-haut dans un ciel sans Dieu, aux doigts de Django, un grand matin bleu. Enfant des rues qu'on prend en photo, un ciel sans Dieu, le long des routes au fond des bateaux, chassés, traqués, humains, animaux. Apolline Auclair, vous êtes maître de conférence en sol et environnement ici à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires à Nancy. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Charles de Gaulle qui disait que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, eh bien forcément, on en cherche. Votre domaine de prédilection, c'est la biologie des sols, peut-être en particulier les vers de terre. Intéressant peut-être de psychanalyser cet intérêt pour les vers de terre, Apolline Auclair. Un chercheur, une chercheuse en l'occurrence, en biologie des sols, ça cherche sur quoi ? Alors, sur beaucoup de choses, mais en effet, moi, mes thématiques vont être plutôt tournées vers des questionnements qu'on peut revoir en local avec les friches industrielles qu'on peut trouver en Lorraine. Après, même à Paris, on en trouve dans le périurbain. Donc, les friches industrielles sont happées par la ville maintenant. Donc, les friches se retrouvent en ville. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut faire en écologie urbaine, par exemple. Friches industrielles, ce sont d'anciens sites industriels, tout simplement, notamment en Lorraine, par exemple, j'imagine les carreaux miniers, tous ces territoires qui ont été utilisés par l'industrie et puis abandonnés, donc forcément avec des sols probablement plus pauvres, parfois même stériles. Alors justement, je trouve des choses, puisque je pense que oui, en effet, si on demande à quelqu'un est-ce qu'il y a de la vie dans des sols pollués, tout de suite la réponse va être non, parce qu'on entend pollution et on se dit c'est pas possible, il n'y a rien. Et en fait, justement, miraculeusement, on va dire, la nature étant bien faite face à l'homme, elle arrive toujours à s'en remettre, et donc sur des sites d'anciennes industries, on peut trouver justement beaucoup de biodiversité, parce que, alors ça va peut-être être
certains types de biodiversité, parce que certains s'adaptent à des concentrations de polluants qui peuvent être présentes. Mais surtout, l'homme n'étant plus présent, elle peut s'installer pendant des années et des années tranquillement. Et c'est ça qu'il faut pour de la biologie, c'est du temps. Donc sur un site industriel abandonné depuis 30 à 40 ans, c'est miraculeux, parce que les plantes ont pu s'installer, ont apporté à manger pour des organismes qui vont pouvoir manger tout ça, transformer tout ça. Et ça recrée une sorte de couche au niveau du sol et sans polluants. Donc après, on a un nouvel écosystème qui peut se former. Et du coup, est-ce que la conclusion de tout ça, c'est pas de se dire, finalement, polluons, la nature, évidemment, a toujours les moyens de réparer les erreurs humaines, Apolline Auclair ? La chance qu'on a, c'est qu'on est de plus en plus, donc on ne peut plus laisser faire la nature. Donc forcément, il faut penser à moins polluer parce que, comme je vous ai dit, c'est très très long la nature, s'il faut qu'elle reprenne le dessus par elle-même. Donc voilà, si on pollue, il va falloir attendre longtemps. Donc autant moins polluer, je pense que c'est une meilleure solution vu le monde qu'on est. Alors ça, c'est un de vos domaines de prédilection, les friches industrielles, mais il y en a d'autres, Apolline Auclair. Oui, en effet, donc on vient aussi dans le laboratoire Sol et Environnement à travailler en Chine. Donc il y a aussi beaucoup de sites miniers, hein. On peut bien imaginer qu'il y en a partout à travers le monde. Et donc là, je suis amenée à travailler sur des sites miniers de terres rares. Les terres rares sont utilisées dans les éoliennes, les moteurs de voitures électriques, etc. Les téléphones portables. Les téléphones portables, les téléviseurs, partout. Donc terres rares, hein, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et justement, en Chine, ils ont la chance d'avoir leurs roches très riches en ces éléments. Donc on les trouve là-bas et pas du tout en France, par exemple. Alors, le rapport entre les vers de terre, la Chine et les terres rares, Apolline Auclair. Il y en a un, il y a moi, déjà. Ensuite, donc, une fois que vous avez un site minier qui est ouvert, beaucoup de roches ont été sorties de là, donc vous avez un trou béant en quelque sorte dans l'environnement. Et donc, une fois que le trou béant est laissé à l'abandon, à nouveau, on revient comme en Lorraine où on laisse à l'abandon un endroit parce qu'on considère qu'il n'y a plus assez de terres rares à l'endroit où on avait fait des trous, donc on va ailleurs. Et en laissant vide, la nature reprend le dessus. Et justement, moi, je regarde si la biodiversité recolonise tout ce milieu-là. Donc, par exemple, j'ai étudié les termites là-bas, que j'étudierais normalement pas en France, puisqu'elles ont été introduites aussi, on n'en a pas. Hein. Et c'est fantastique, hein, le travail d'un termite sur le site, parce qu'elle dévore vraiment toute la matière organique en très peu de temps. C'est un travail fantastique et ça fait des jolies sculptures dans l'environnement. Et ça, les termites, justement, sont détruites par les sites miniers. Donc après, l'idée est de revoir comment elles recolonisent, par exemple. Donc le ver de terre n'est pas là. Alors, le termite l'a remplacé. Au-delà de la connaissance, simplement qui est sans doute énorme, que vous acquérez, Apolline Auclair, notamment sur des travaux en Chine, pratiquement, qu'est-ce que ça a comme incidence sur, je ne sais pas, la manière de gérer, par exemple, une friche industrielle? Au-delà de la connaissance, il y a, j'imagine, une mise en œuvre pratique de vos travaux et de vos connaissances. Oui, en effet, c'est la phase de diagnostic, hein, comme on va dire. Alors, on arrive devant un sol, peu importe le sol, hein, qu'il soit agricole, urbain ou une friche industrielle, et l'idée, c'est de savoir de quoi on part. Parce que souvent, on ne fait pas cet effort-là. Même un urbaniste, hein, par exemple, il va vouloir construire une maison, il ne va pas penser à regarder si le sol est fertile. Donc, il va construire dessus, alors qu'il a en quelque sorte bousillé un sol fertile. Donc je pense que l'étape de diagnostic, donc la biodiversité, puisqu'on sait qu'elle est importante pour le fonctionnement de ce sol, est-ce qu'elle est présente? Donc ça, c'est une première réponse à avoir. Et après, tout ce qui est chimique, hein, on va faire des analyses pour voir si le sol chimiquement est intéressant. S'il y a beaucoup de polluants aussi, donc là, il faut penser à la santé humaine. Si on veut imaginer une reconstruction d'une école ou autre, on ne pourra pas le faire parce qu'il y a des polluants potentiels. Donc voilà, on peut diagnostiquer tous ces éléments-là, et une fois qu'on a bien diagnostiqué, logiquement, on va mieux gérer cet endroit-là. On pourrait le laisser tel quel, mais comme je vous ai dit, on est de plus en plus sur la planète, donc il faut penser à pouvoir réutiliser les sols, et donc autant le faire comme il faut. Si je résume, Apolline Auclair, votre connaissance de la biologie du sol vous permet à la fois de limiter l'impact en amont des constructions, des travaux d'aménagement divers et variés, mais aussi d'accélérer une éventuelle réparation des sols dégradés. Oui, donc en effet, étudier les impacts de quelque chose sur la biodiversité. Donc ça, on a besoin de savoir pour mieux comprendre, tout simplement. Et après, en effet, on parle d'ingénierie écologique. Donc si on arrive mieux à comprendre tout ça, on peut peut-être accélérer certains processus. Parce que comme je vous ai dit, la nature peut être lente. Mais si nous, on voit qu'il serait intéressant d'introduire certains organismes avec certaines matières organiques pour les nourrir, on peut très bien penser comme ça. Qu'est-ce que serait comme impact sur l'agriculture, précisément vos connaissances aujourd'hui en biologie des sols, Apolline Auclair?
Alors déjà, peut-être faire évoluer certaines pratiques, donc en prenant en considération la biodiversité. Alors je sais, c'est pas facile parce que j'ai l'occasion d'intervenir auprès d'agriculteurs. La nature étant longue, le portefeuille de l'agriculteur, lui, il faut qu'il se remplisse beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça, il y a des problèmes. C'est ce rythme-là qu'il faut revoir aussi. Voilà, c'est toute une histoire à revoir, tout un fonctionnement certain. Après, comme je dis souvent, c'est quand même ne plus se focaliser seulement sur son sol, c'est aussi regarder tout ce qu'il y a autour. Et donc en ville, c'est bien, il y a aussi je fais souvent des parallèles entre forêt, ville et agriculture. Je pense qu'il ne faut pas les séparer. Il faut regarder le global, parce que si on a des réserves d'espèces à un endroit, on peut se permettre, entre guillemets, d'abîmer un petit endroit, puisque le reste va pouvoir rattraper en quelque sorte les dégâts qu'on va faire à un endroit. Donc pensez au global, regardez les parcelles autour, le paysage, et revoir l'écosystème en entier plutôt que juste le ver de terre ou le micro-organisme qui est au milieu de son sol. Et le rendement pur, en mettant en perspective avec les impacts. Vous évoquez à l'instant les villes. Apolline Auclair, c'est aussi un domaine de travail, les sols urbains précisément pour vous. Oui, en effet, on entend même beaucoup parler d'agriculture urbaine aujourd'hui parce qu'on essaye de faire de l'agriculture en pleine ville. Donc le maraîchage, en plus, c'est pas du tout nouveau puisque si on parle au seul maraîcher bio qui existe encore à Nancy, il explique que dans les années 70, justement, il y avait beaucoup de maraîchers. Bien sûr. Et on venait tous acheter des choses là. Et donc maintenant ça revient, on a envie d'avoir même notre jardin, en tant que particulier, on a un jardin et on aimerait avoir un sol en bonne santé pour pas se polluer la santé en mangeant ses propres salades. Donc c'est peut-être un peu logique d'étudier son sol dans le jardin. Mais voilà, donc il y a tout à faire. Et le jardin c'est aussi une partie d'agriculture urbaine, à petite échelle, mais c'en est. On parlait de biodiversité, Apolline Auclair. Nous sommes ici à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires à Nancy. Est-ce que ce campus universitaire de l'ENSAIA vous semble géré dans l'esprit de conservation de la biodiversité ? Je vais dire oui et non. Oui, parce que... Je vous sens gêné. Oui, parce que c'est toutes les étapes de développement durable qu'on essaye tout ce qu'on peut faire autour du développement durable. En fait, je dis oui parce qu'on est plein de motivation, nous les enseignants, étant donné qu'on reste là tout le temps. Le problème des étudiants, c'est justement ils partent vite. Donc on développe des choses. Donc par exemple, il y a des étudiants dans une AMAP maintenant, grâce à certaines choses. Mais le problème, c'est que l'étudiant part un an après. Donc il a fait quelque chose pour la nature, mais il repart. Donc il a oublié ce qu'il a fait. Donc s'il n'y a pas une transition qui se fait, ça devient compliqué. Et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour 3 fois rien à crédit sur 2 ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'1 heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier oursin.
qu'on aura tout le temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever, trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi, nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant, au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin retraite à 25 km, le premier défibrillateur à 35 km, le premier hôpital à 120 km, le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Apolline Auclair, quel est votre parcours qui vous a mené aujourd'hui à être maître de conférence sol et environnement à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires? Alors déjà, c'est particulièrement ma curiosité par rapport à la nature, puisque c'est d'abord ça qui m'a intéressé, les animaux. Donc je voulais être vétérinaire au départ. C'était vétérinaire ou coiffeuse? Non, surtout vétérinaire. Coiffeuse, pas forcément. Mais donc vétérinaire, oui, parce que j'observais déjà beaucoup les vaches quand j'étais petite et ça me passionnait. Je passais des heures à regarder ces vaches-là. Et bon, après, le concours a fait que je ne l'ai pas eu. Et donc, je suis allée à l'université à Paris pour m'ouvrir un peu plus de portes. J'ai pensé à l'éthologie, donc l'étude du comportement des animaux. Après, j'ai vu qu'il y avait peu de place en France. Pourtant, moi, aimant la France, je voulais à tout prix rester en France. Et en licence, donc en Bac+3, j'ai eu un prof qui m'a parlé de biodiversité des sols. Et ça faisait vraiment un catalogue monstrueux que personne n'écoutait. Et justement, moi, en entendant que personne n'écoutait et que ça n'intéressait personne, ça m'a attiré encore plus, surtout dans des domaines de la recherche. Pour moi, il faut découvrir des choses, donc autant s'intéresser à quelque chose que personne... Avec le projet d'être chercheuse dès le départ? Non, pas du tout. C'est vraiment venu pendant mon cursus à l'université parce qu'on ne sait jamais vraiment comment on devient enseignant-chercheur, enfin maître de conférence ou enseignant-chercheur. C'est en ayant la chance d'en rencontrer parfois. On voit leur passion. Je vois face à des enfants quand je vais des fois dans les écoles, ils ont tous envie de faire mon métier parce que ça a l'air super. Forcément, on prend le temps d'observer. Enfin, on a le temps de parler des petites bêtes, on a le temps de regarder dans la nature. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Et donc, une fois à l'université, après la licence, j'ai fait un master. Et pareil, j'ai rencontré un chercheur passionné. Je pense que ça a fait beaucoup. Il m'a parlé des colamboles, donc c'est encore plus petit que le ver de terre. Et donc, j'ai passé 6 mois sur une loupe à regarder des colamboles. Et j'ai adoré parce que justement, il y a des couleurs fantastiques, des poils partout, alors qu'on ne les voit pas et ils ne sont pas aimés. Et après, en thèse, donc, j'ai travaillé dans la forêt vosgienne. Je suis déjà arrivée en Lorraine et j'ai étudié les vers de terre et puis d'autres organismes, tous les plus gros organismes que les colamboles. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, puisque souvent on nous demande de partir à l'étranger déjà pour mieux parler anglais, parce qu'on est souvent amené à parler anglais pour faire des recherches internationales. Et donc j'ai étudié la forêt et tous les impacts des feux de forêt sur la biodiversité des sols, donc à nouveau un autre type d'impact. Et je suis revenue après à Nancy, et un poste s'ouvrait de maître de conférence, et j'ai pu être intégrée à l'ENSAIA depuis 2013 maintenant. Avec un intérêt certain, ou un certain intérêt, pour les mal-aimés de la nature. Apolline Auclair, si ce n'était les vers de terre, qui peut-être grâce à votre action vont comme ça davantage attirer la sympathie de nos concitoyens. On pourrait parler des chauves-souris aussi, qui ont vécu un peu le même destin, le même parcours. Lorsque vous aurez atteint votre mission pour les vers de terre, la prochaine étape, ce sera peut-être les araignées. Oui, les araignées qui font encore plus peur. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Apolline Auclair, quand on est comme vous, maître de conférence en sol et environnement à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires ici à Nancy, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors on est les deux, c'est toujours plus simple d'avoir cette réponse-là. Je vais commencer par le coup de cœur par rapport à la notion de sol, ce mot-là. On a une thèse en cours qui fait de la pédologie et de l'urbanisme en même temps. Alors, et il y a eu toute une analyse. Un mot sur la pédologie. De la pédologie.
Donc c'est la science du sol, l'étude du sol. Et donc l'idée était de regarder beaucoup de textes dans des communes, dans les PLU, donc les plans d'urbanisme, et de trouver si le mot sol apparaissait. Ne serait-ce qu'avec un ordinateur, on lance tous les textes des communes et on regarde si le mot sol est là. Et peu de fois, mais avec le temps, ça arrive de plus en plus. Et puis je pense que vous-même, si vous écoutez la radio, il y a beaucoup d'émissions maintenant qui parlent du sol. Le maire de Nancy cite le sol dans certains de ses discours. C'est quand même une évolution fantastique parce que c'est quelque chose qui est sous nos pieds. Le sol, quand on y pense, on pense d'abord au carrelage. On ne va pas penser à un sol autre que le carrelage ou qu'un parquet. Donc là, au moins, le sol prend vie, ne serait-ce que si on entend le sol, déjà on entend le sol en vie. En ville, on essaye de voir la biodiversité sur le sol, même que sur le bitume, on accepte de voir des plantes. Donc le sol est vraiment transformé totalement. On préserve les plantes sauvages en ville, donc c'est vraiment une belle évolution. Et les plantes, c'est lié au sol, donc tout va bien. Voilà, donc ça, je vais dire que c'est mon coup de cœur. Après, Alors, j'entends bien, Apolline Auclair, votre discours sur le sol qui apparaît peut-être davantage précisément dans les discours, mais en même temps, est-ce que les discours changent quelque chose? Est-ce que le fait d'inscrire, tiens, pourquoi pas le sol à l'article 1er de la Constitution, comme souhaite le faire notre ministre d'État à la transition écologique et solidaire, non pas pour le sol, mais pour la protection de l'environnement, est-ce que ça change quelque chose sur le terrain, le fait que l'on inscrive ou que l'on parle du sol? Est-ce que ça empêche, par exemple, l'augmentation du nombre de ventes de véhicules? Ah oui, il faut relier à tout ça. Alors, peut-être que non, mais à petite échelle. Quand on regarde déjà si quelqu'un en ville n'a pas l'opportunité de voir un sol agricole, parce que bon, tout le monde n'est pas mené à partir de la ville, déjà, ne serait-ce que d'entendre le mot, il va peut-être vouloir s'intéresser et prendre en compte l'importance d'avoir un sol vivant, puisqu'on met souvent le mot vivant après. Donc si c'est vivant, il va peut-être vouloir savoir ce qu'il y a dans le sol et penser plus tard à considérer ça s'il devient un jour, je ne sais pas dans quel métier, mais construire une voiture, on pourrait très bien avoir des voitures volantes qui n'écrasent plus les organismes par terre, par exemple. Là, on n'est plus dans le développement durable, on est dans l'utopie, mais les deux sont sans doute liés. Alors probablement, Apolline Auclair, qu'effectivement, l'intégration, l'apparition d'un mot dans le vocabulaire préfigure peut-être de sa prise en considération par la suite. Ça, c'était votre coup de cœur, votre coup de gueule, Apolline Auclair. Et je peux revenir juste avant, c'est par rapport aux agriculteurs. J'avais discuté justement avec, on va dire, un ancien agriculteur, hein, c'est pas méchant, c'est juste par rapport à l'expérience qu'il a. Il me disait qu'il faut vraiment plusieurs générations parce que lui prenait conscience des produits chimiques qui pouvaient être mauvais pour sa santé et pour le sol, mais comme on lui disait de le faire, il le faisait. Après, il en a parlé à son fils a ouvert les yeux, en plus il l'entendait encore plus à l'école, comme quoi il fallait faire attention à certaines choses. Et donc lui, il n'a pas osé changer parce que économiquement c'est difficile, mais après ça peut changer. Donc il faudrait au moins 2 générations. Donc on voit l'importance des mots, hein, quand même, des mots qui peuvent apparaître à droite, à gauche, de la radio aussi potentiellement, des journalistes qui peuvent apporter des éléments. Et l'importance du temps. Oui, le temps. Dans cette perspective, alors transition pour votre coup de gueule, Apolline Auclair. Alors, mon coup de gueule, ça va être par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à observer qu'une partie d'un objet qu'on classe comme énergie renouvelable. Donc on peut citer les éoliennes, on peut citer les voitures électriques. Et comme j'ai pu décrire auparavant, je fais des recherches en Chine sur les sites miniers de terres rares. Donc les terres rares étant utilisées dans ces machines magiques qui sont censées moins dépenser d'énergie. Ou en tout cas plus durablement. Et le problème étant de voir la construction de ces machines-là. C'est vrai que... Et puis le recyclage, hein, on le dit aussi assez souvent, c'est qu'on n'a aucune idée de comment recycler tous ces trucs-là. On n'arrête pas de les construire, on nous demande d'acheter des voitures électriques parce que c'est mieux. En attendant, il faut quand même de l'électricité pour faire fonctionner ces choses-là. Ou des panneaux solaires sur les toitures. Voilà, ou des panneaux solaires. On voit des fermes entières de panneaux solaires. On en a une dans la région. C'est vrai que c'est monstrueux. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut quand même réfléchir à tout ça, donner de l'argent aussi pour faire des recherches sur le recyclage, peut-être faire attention aux impacts potentiels auparavant, et surtout en parler. Expliquer aux gens, quand ils achètent une voiture, d'où viennent tous les éléments. Je pense qu'on a besoin de savoir aussi.
Ça veut dire aussi, Apolline Auclair, que finalement avoir une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus globale d'un produit, pas simplement dans son utilisation, mais aussi dans la manière dont il est conçu, construit, et donc ce que devienne un produit en fin d'utilisation, c'est en revenir en fait à une forme d'économie circulaire. Oui, c'est vraiment la notion de cycle. Et là, je rebondis aussi sur l'environnement, hein, l'écosystème. C'est tout un cycle. Donc, à chaque fois, on va prendre un élément, que ce soit une voiture ou un ver de terre, mais il faut aussi le ramener dans son système en entier. Ça, et l'homme fait approche. partie de la planète en entier. Ça, c'est votre approche, Apolline Auclair, hein, cette approche globale et non pas focalisée sur un ou plusieurs éléments, mais d'avoir une approche du système précisément. Oui. Je m'attendais à ce que vous nous parliez de l'artificialisation des sols dans votre coup de gueule. Oui, en effet. Après, je suis pleine d'optimisme. C'est peut-être pour ça que je le place pas en premier. Et en plus, on en parle de plus en plus, justement. Je pense qu'on en a beaucoup parlé cette année, par exemple, à cause d'inondations, particulièrement. Et là, on s'est rendu compte que c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de sols en ville qui étaient imperméabilisés, ce qui faisait que quand il y avait beaucoup d'eau, l'eau ne pouvait plus s'infiltrer dans le sol. Rappelez-nous le chiffre, Apolline Auclair. Oui, en effet, ça reste quand même un problème actuel, puisque on dit encore aujourd'hui qu'il y a la surface d'un département français qui disparaît tous les 6 ans et demi sous le béton. Donc ça peut être des routes, des zones commerciales, des habitations, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vie qui peut disparaître dans les sols. Merci, Apolline Auclair. Merci.